Selon le journal, ils ont arrêté juste à l'entrée de la rivière. Le 22 septembre 1668, quelques autochtones cris de la baie James ont vu ceci. Un petit navire britannique baptisé le Nonsuch en mission d'exploration pour ce qui allait devenir la Compagnie de la baie d'Hudson. Grâce aux deux aventuriers français, Médard Chouard, sieur des Groseilliers, et Pierre-Esprit Radisson. Anciennement, ici, là, il n'y avait pas vraiment un village. C'était une place de pêche. Okay. Peut-être qu'il y avait des petits campements, des tipis. La fumée? Peut-être la fumée aussi. C'est bien ce que les marins anglais ont vu, de la fumée. Le capitaine Zacharia Gillam l'a écrit dans son journal. Le 22 septembre, nous avons vu de la fumée à terre, nous avons tiré un coup de feu, des Indiens se sont approchés, avec lesquels nous avons eu quelques petits commerces, et ils sont partis. Les cris de Waskaganish appellent ce moment le premier contact. Un contact qui allait bouleverser le mode de vie des Autochtones et changer l'histoire du futur Canada. Cette année, la Compagnie de la baie d'Hudson célèbre les 350 ans de son acte fondateur. Elle a régné sur le tiers du territoire canadien actuel. Les cris, eux, veulent faire reconnaître le rôle indispensable qu'ils ont joué dans cette longue aventure qui a façonné ce qu'ils sont aujourd'hui. Un peuple autonome, fier de ses racines, sa culture, ses traditions et sa langue. Charles Hester est le responsable des sports et cultures au conseil de bande de Waskaganish. C'est lui qui organise les activités du 350e anniversaire du Premier Contact. Ça, c'est le premier magasin. Ça, c'était la baie d'Hudson. En 1987, la baie d'Hudson vend ses comptoirs de traite à la compagnie Northwest, propriétaire des magasins Northern. Ça, c'était le trading post. Quand j'étais 13 ans, 12 ans, j'ai amené mes fourrures là. Il faut aller à Winnipeg pour trouver les archives de la Compagnie de la baie d'Hudson. Ces voûtes renferment un trésor national, unique. Vu dans son ensemble, il n'y a pas de collection semblable dans le monde, sauf certaines archives gouvernementales. Voici le journal de Pierre-Esprit Radisson, 1683. And they just had to record basic information within it. The page from the very first meeting of the Governing Committee of the Hudson. Sur cette page, le 24 octobre 1671, on voit que le dernier point, c'est le paiement de 5 livres à Radisson et des Groseilliers pour leurs frais. Acknowledges a payment to Radisson and des Groseilliers for £5 towards their expenses. Le registre de tous les mouvements de navires de la compagnie pendant 200 ans. L'état des glaces sur la baie d'Hudson était aussi noté tous les jours, ce qui en fait un document exceptionnel pour l'étude des changements climatiques. On peut y lire que la baie était libre de glace de 6 à 8 semaines. Aujourd'hui, elle le serait pendant 16 semaines. Un dictionnaire anglais écrit, illustré et en couleur, déniché par notre archiviste. Les archivistes ne le font pas souvent, mais cette fois-là, j'ai dit « Wow ». Aussi dans les archives des images exceptionnelles datant de 1920. Charles Hester et ses collègues ont demandé les archives correspondantes à Rupert House, l'ancien nom de Waskaganish. On leur a remis 10 boîtes. Il en reste 3 à explorer. Ce voyage dans le temps les fascine. Ça, c'est les années 1868, le 20 avril. Ce qui intéresse les cris, c'est de reconstituer la vie de leurs ancêtres, ces chasseurs qui ont enrichi la compagnie. Mon grand-père, il m'a dit qu'il était 7 ans à ce temps-là. Ouais. Et il cachait en dessous de passerelle, elle était là. Il se souvient de la Flussy. C'est l'arrivée du gouverneur qui visitait le village. À quelques pas des archives, au musée du Manitoba, nos visiteurs cris s'apprêtent à revivre le premier contact. Une réplique fidèle du Nonsuch, grandeur nature, a été commandée par la Compagnie de la baie d'Hudson pour son 300e anniversaire. En 1973, le navire est transporté jusqu'au cœur des prairies et offert au musée du Manitoba à Winnipeg.
Ce petit navire avait à son bord un équipage d'une dizaine d'hommes et l'explorateur des Groseilliers. Des Groseilliers et son jeune beau-frère Radisson avaient tenté de convaincre le gouverneur de la Nouvelle-France d'ouvrir des postes de traite de fourrure sur les rives de la baie d'Hudson. Mais en vain. Ils se sont alors tournés vers les Anglais qui, eux, ont accepté de collaborer à leur entreprise. Des Groseilliers a prouvé que l'accès aux plus belles fourrures d'Amérique était plus facile par la baie d'Hudson et que les cris étaient accueillants. Ça me donne beaucoup de questions. Quelle était la réaction de mon peuple? La première fois qu'il a vu le bateau, je pense qu'il était bien surpris, choqué même, parce qu'il n'a jamais vu quelque chose un bateau de cette grandeur avant. Arrivés à Waskaganish, des Groseilliers et l'équipage construisent des habitations. Non seulement les Autochtones les nourrissent pendant l'hiver, mais ils leur permettent de rapporter à Londres une riche cargaison de fourrure. C'est pour ça qu'ils ont revenu. Hein? La fourrure était très bonne. Et c'est pour ça qu'ils ont fondé le Company Baie d'Hudson. C'est à cause de ça. Et à ce temps-là, la compagnie a fait beaucoup d'argent avec le trade qu'on a fait avec eux autres. Enrichissement mutuel ou bien soumission coloniale? Cette question hante les 350 ans d'histoire des relations de la Compagnie de la baie d'Hudson avec les Autochtones. Le camion a fait le trajet de Winnipeg à Waskaganish, au sud de la baie James. Il transporte un colis chargé de symboles pour la petite communauté Cree. Go. Ouais, go. Pour le 350e anniversaire de l'arrivée du Nonsuch, le musée du Manitoba a fait cadeau d'une maquette du navire à la communauté Cree de Waskaganish. La réplique est dévoilée devant les anciens et une bonne partie du village. Ça ne plaît pas à tout le monde. Les Cris ont-ils été exploités par la baie d'Hudson? Les avis sont partagés. Honnêtement, je crois que la compagnie de la baie d'Hudson a été bonne pour les Autochtones. Elle leur a donné des emplois et une source de revenus en échange de leur fourrure. Ils les ont aidés. Vers 1940, les animaux se sont fait rares. La compagnie a contribué à restaurer les populations de castors. Elle a également préservé plusieurs familles de trappeurs de la famine. Some people tell stories sometimes, that they sold so much, they gave so many. Il y a cette histoire que la compagnie exigeait un tas de fourrure aussi haute que la taille d'un fusil. C'est une histoire douteuse. Tous les documents indiquent que la compagnie de la baie d'Hudson était équitable. I think overall, when you look at the records of the Hudson Bay Company, they were very fair. Plusieurs siècles de traite, avec le jeu de la concurrence, avec des comptoirs français, ont fait des Cris de Waskaganish de bons négociateurs. Sûrement, ça a aidé beaucoup, parce que ça fait 350 ans qu'on fait des affaires avec des Européens. Et quand Hydro-Québec arrive à notre porte, on a déjà eu l'expérience de faire des négociations avec des grandes compagnies, comme la baie d'Hudson. C'était pas une chose nouvelle pour nous autres. Dans le petit cimetière domine la tombe de Billy Diamond. La convention de la baie James, c'est lui qui l'a négociée. Oui, c'est nous autres qui contrôlons les territoires, c'est nous autres qui contrôlent nos affaires et ça aide beaucoup. L'entente de la baie James est encore le modèle, la référence en matière d'autonomie de gouvernement. Dans les affaires, la culture, la langue, le mode de vie traditionnel de chasse et de pêche. Et puis, 350 ans, les Cris de Waskaganish prennent plaisir à souligner qu'on a trouvé des traces de leur présence depuis 4000 ans.